bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. L'économie circulaire en plein boom, c'est le sujet de mon édito ce matin. L'économie circulaire, c'est la tendance depuis le déconfinement et elle s'accélère. Hier, c'est la maison mère du Bon Coin, le norvégien Adevinta, qui a annoncé le rachat des activités petites annonces de eBay. Montant de la transaction, 8 milliards d'euros, ce qui en fait au passage le numéro 1 du secteur. Une opération de taille qui n'arrive pas par hasard. La crise actuelle booste les transactions de ces sites, les consommateurs étant plus soucieux de l'écologie et de l'impact de leurs achats. Résultat, depuis le 11 mai, Le Bon Coin enregistre à la fois une explosion et une croissance de son trafic et vient de franchir la barre jamais atteinte des 30 millions d'annonces en ligne. L'économie circulaire, vous l'avez compris, grande gagnante de la crise. Merci beaucoup à Mathilde Poignet qui a illustré mon propos ce matin. Une matinale féminine, et vous allez le voir, largement dédiée à des entrepreneuses engagées. Fanny Picard a fondé Alter Equity. C'est une pionnière de l'investissement responsable en France. Elle sera sur ce plateau dans quelques instants. Nous parlerons aussi produits d'hygiène made in France avec la fondatrice de June. Et enfin, textile responsable avec la patronne de Good Fabric. Mais tout de suite, les 4 chiffres qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est avec vous, Olivia Hieré-Daubray. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on commence avec ce chiffre 960. C'est le nombre de postes que s'apprête à supprimer LinkedIn. Une nouvelle conséquence de la pandémie. Hier, le CEO, Ryan Rollansky, a exposé les détails de cette restructuration massive. La société fournira au moins 10 semaines d'indemnité de départ ainsi qu'une assurance maladie pendant 1 an aux employés américains. Un plan qui affectera près de 6% de ses effectifs. On part à présent, on reste d'ailleurs aux États-Unis avec la campagne présidentielle américaine, Olivia. Effectivement, Capucine, les dépenses de la campagne de réélection de Donald Trump ont augmenté de plus de 50 millions de dollars en juin, environ le double du montant dépensé le mois précédent. À la traîne dans les sondages, le président Trump a dépensé plus de 41 millions de dollars en publicité télévisée, numérique et autres, tandis que son rival, Joe Biden, a dépensé beaucoup moins, environ 37 millions de dollars au total. Et Joe Biden, justement, qui dévoile aujourd'hui un plan de financement pour les garderies américaines. Tout à fait, Capucine, les garderies, mais aussi les soins à domicile pour personnes âgées. Un plan de 775 millions de dollars sur 10 ans pour changer radicalement la façon dont les familles américaines prennent soin les unes des autres, tant au début qu'en fin de vie. Concrètement, ce financement servira à étendre la garde d'enfants aux enfants jusqu'à 5 ans, élargir les options de soins pour les personnes âgées et handicapées à domicile, enfin améliorer la rémunération et les perspectives des soignants du secteur. Et on termine avec un milliardaire nigérien qui s'appelle Tony Elumelu. Tout à fait, Capucine. Tony Elumelu a acquis 62,6 millions de titres supplémentaires au capital du groupe United Bank for Africa, groupe financier dont il est le fondateur, et ce pour une somme équivalente à 1 million de dollars. Elle porte sa participation directe au capital du groupe à 252,7 millions de titres. Cette acquisition hisse le milliardaire au rang de 4e actionnaire direct de UBA. Merci beaucoup Olivia. Tout de suite Smart Leader avec Fanny Picard. Fanny Picard, fondatrice d'Alter Equity, bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous venez de lever votre second fonds à hauteur de 110 millions d'euros. On peut dire que vous êtes une des pionnières de l'investissement, mais pas n'importe quel, l'investissement à impact responsable en France. Qu'est-ce qu'il faut comme critères? Est-ce qu'il faut cocher certains critères pour pouvoir se targuer d'être justement un fonds à impact positif? Il n'y a pas de définition réglementaire, législative d'un fonds à impact positif. Donc c'est vous qui l'affirmez en fait? Exactement. Et dans ce contexte-là, vous imaginez qu'il y a des labels qui vont commencer à sortir? Parce que le truc de fonds à impact positif, il y en a de plus en plus. Hein, les grandes institutions bancaires essaient de se ploser sur le marché. Est-ce qu'il y a un moment, on va essayer de réguler un peu ça et commencer à mettre des labels en disant OK, celui-là, il est bio, on peut investir dedans? Oui, ça me semble très probable. Il y a de plus en plus de demandes dans ce sens. D'ailleurs, ça fait partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ouais. Donc je pense très probable qu'il y ait
effectivement des définitions qui soient de plus en plus organisées par le régulateur. Alors pourquoi vous dites-vous fonds à impact positif? Quelle est votre philosophie? Nous cherchons à soutenir l'intérêt général par l'investissement. Et concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, par leurs produits ou par leurs services, forment des solutions aux grands enjeux sociaux ou environnementaux contemporains. On a choisi un certain nombre de secteurs qui correspondent à ces grands enjeux, qui sont le dérèglement climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, et pour nous, en tout cas, la qualité de l'eau, de l'air, des sols et l'accès à l'eau. Et puis dans le domaine social, des questions comme l'intégration dans l'emploi, l'intégration dans la société, le bien-être et par exemple la production de produits bio, l'éducation, qui est le chemin vers la liberté et le choix, et puis l'évolution vers une société plus durable, avec par exemple des activités comme la finance durable. Parce que, bon, je joue un peu l'avocat du diable, mais on pourrait dire en fait le nucléaire, c'est un truc qui vient aider des aspects écologiques. Il y en a qui te disent non, pas du tout. Il y en a qui te disent oui à fond. Ouais. Dans quelle mesure vous pouvez dire ok, moi je suis un fonds à impact et je choisis ce chemin-là? Il y a quand même un peu de subjectivité derrière, quand même. Tout à fait. Et chaque fonds à impact a sa propre subjectivité. Donc nous, la nôtre, c'est activité impact positif pour les personnes ou l'environnement, d'une part. Et puis, d'autre part, demander aux entreprises dans lesquelles nous investissons de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Ça paraît fou vu d'aujourd'hui. Chiffré Voilà. sur cette progression? Qu'ils se donnent eux-mêmes. Nous avons élaboré une grille de critères qui comprend C'est une aujourd'hui... progression à 2 chiffres, par exemple? Ça peut être une progression à 2 chiffres. On a élaboré cette grille de critères qui comprend 90 critères. Et quand nous étudions un investissement, nous demandons à l'entreprise de choisir parmi ces 90 critères 10 à 15 critères sur lesquels il s'engage à progresser pendant la durée de notre investissement. On a appelé ça du coup un business plan extra-financier. Dans le comparable, il y a BlackRock qui a fait un coup un peu, alors c'est un peu de com en même temps, hein, mais qui a sorti deux actionnaires, deux administrateurs de chez ExxonMobil, Oui. parce qu'ils n'avaient pas respecté leurs engagements. Est-ce que c'est des choses que vous pourriez imaginer de faire, d'être aussi sévère que ça? Ah oui, absolument. On a des sanctions en cas de non-respect des engagements qui sont pris. On n'a pas exactement la même attitude vis-à-vis de nos participations qu'un BlackRock. D'abord parce qu'on est beaucoup plus petit, mais surtout parce que BlackRock investit dans des entreprises cotées et nous investissons dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, qui a beaucoup de conséquences. Et donc voilà. Donc nous, notre philosophie d'investissement, c'est activité impact positif, plan d'action en termes de RSE, donc pour progresser vers des pratiques de gestion plus responsables, le tout en étant rentable, avec l'ambition, l'envie de contribuer à notre mesure à démontrer qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, et qu'il ne faut plus opposer ces deux dimensions. Ça a été compliqué ou un jeu d'enfant de lever ces 110 millions d'euros en pleine crise et confinement? Comment est-ce que vous avez fait? Les deux. Alors en fait, en réalité, on avait terminé. Ah, vous aviez terminé avant. Donc ça veut dire que les tendances étaient déjà là avant? Les tendances étaient déjà là avant. Et on a beaucoup travaillé. C'était un deuxième fonds, c'est beaucoup moins difficile qu'un premier fonds. On avait des bons résultats avec notre premier fonds. On a créé une confiance avec nos investisseurs et on a su en convaincre de nouveau. Mais j'ai beaucoup d'interlocuteurs qui me disent « Ah ben voilà, si tu as levé 110 millions, entre parenthèses, c'était un assez bon résultat parce que ça représentait presque 3 fois la taille de notre premier fonds et plus d'une fois et demie l'objectif du fonds qui était de 70 millions, donc c'était plutôt un bon résultat. Et du coup, les gens ont l'impression que c'est parce que le marché a changé. Oui, le marché a changé, mais c'est aussi qu'on a beaucoup travaillé et oui, bien sûr. qu'on avait créé Fanny Picard, donnez-nous des exemples. Dans quel type de start-up avez-vous déjà investi ou allez-vous investir? Alors, avec notre deuxième fonds, on a déjà investi dans 4 entreprises. Une entreprise qui s'appelle GoJob, qui travaille dans l'intérim digital et qui permet à des gens d'accéder à l'emploi par l'intérim. Ils ont 70% de leurs candidats, des personnes qu'ils placent, qu'ils sont éloignés de l'emploi au sens où ils n'ont pas travaillé depuis 6 mois au moment où ils les placent. Et ils ont 70% des personnes qu'ils placent qui, 6 mois après qu'ils les aient placés, sont encore dans leur emploi. Ça veut dire qu'ils ont à peu près 50% de taux de transformation entre des gens qui étaient éloignés de l'emploi et des gens qui s'intègrent dans l'emploi grâce à leur médiation. Donc un vrai rôle d'intégration sociale. D'ailleurs, c'est un investissement que nous avons réalisé avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Autre start-up? Autre start-up, ILEC, distributeur d'énergie 100% renouvelable, qui permet à des personnes privées d'avoir chez eux une énergie qui vient à 100% de non nucléaire, non charbon, et donc de purement renouvelable.
Et vous parlez de rentabilité. Ouais. Est-ce que la rentabilité, certes, elle commence à être compétitive. Est-ce que vous avez fait des meilleurs chiffres que d'autres fonds comparables? Ou bien vous restez en disant, c'est rentable, mais il y a quand même un trade-off parce que on est RSE, donc on rapporte un peu moins. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir un rendement aussi bon que les autres fonds, qui ne seraient pas impact, et même, j'espère, meilleur, pour contribuer à démontrer... Elles peuvent être plus rentables. Mais oui, C'est parce la question. Et pourquoi D'abord parce que le monde a changé et aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise responsable, vous attirez des consommateurs. Donc ça supporte votre chiffre d'affaires, ça soutient votre chiffre d'affaires. Vous attirez des jeunes ou en tout cas des salariés qui sont motivés par la responsabilité de votre entreprise. Aujourd'hui, tous les sondages illustrent le fait que notamment les jeunes, mais pas seulement, ont envie de travailler dans des entreprises responsables. Donc vous arrivez à attirer des talents, vous les rendez fiers et motivés de travailler chez vous, et donc dans la durée, ils restent chez vous. Et ça contribue à l'efficacité, à la productivité de votre entreprise. Vous diminuez votre risque global, parce que quand on est plus responsable, on est moins exposé à un certain nombre de risques. Et ça, les financiers savent que quand on a moins de risques, Et donc aujourd'hui, en comparable, votre rentabilité, est-ce qu'elle commence à être équivalente ou c'est difficile à dire parce qu'on évalue le rendement d'un fonds une fois que toutes les entreprises du fonds ont été vendues. Et avec notre premier fonds, nous avons vendu 2 participations, mais il nous en reste un certain nombre en portefeuille. Les 2 participations que nous avons vendues, pour l'une, nous avons réalisé un rendement, ce qu'on appelle un TRI, de plus de 400%, et pour l'autre, de 23%. Donc, globalement, le pari, à ce stade, est tenu. Et sur notre deuxième fonds, aujourd'hui, les entreprises prévoient en 2020, en dépit du Covid, une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de plus de 100%. Et un fonds comme le vôtre, parce que le gros challenge d'un fonds d'investissement, c'est son pipe, c'est d'avoir les bons dossiers qui arrivent sur le bureau. Est-ce qu'avec un positionnement comme votre fonds, est-ce qu'on arrive à attirer des meilleurs dossiers ? Écoutez, nous, on reçoit vraiment beaucoup de dossiers. Notre difficulté, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour arriver à les traiter. Historiquement, on recevait à peu près 300 dossiers par an. En 2019, on a reçu 450 dossiers. Et 2020, avant le Covid, on était sur une tendance à 600 dossiers base annuelle. Donc, vous voyez, ça a multiplié par 2 depuis 2 ans. Et globalement, on reçoit, beaucoup de dossiers. Et donc, il y a eu un effet confinement dans le nombre de dossiers que vous recevez ? Énorme. Évidemment. Énorme. Parce que les gens ont travaillé. Alors, les futurs entrepreneurs ont travaillé pendant ces 2 mois. D'ailleurs, il y a eu un boom du nombre de créations d'entreprises pendant le confinement, en sortie de confinement. Alors, oui, pendant le confinement, 0. Enfin, on a reçu très très peu de dossiers. Il y a eu une rumeur dans la presse selon laquelle les investisseurs avaient arrêté d'investir. Et c'est vrai qu'on manquait de visibilité, mais en tout cas, nous n'avons pas du tout arrêté d'investir. Mais en tout cas, les entrepreneurs n'ont plus été vers les investisseurs pour ne pas risquer de venir à un mauvais moment. Mais depuis la fin du confinement, on reçoit énormément de dossiers. On a du mal à les traiter. Mais est-ce que ce sont des entreprises qui ont germé dans la tête des entrepreneurs pendant le confinement ? C'est très très jeunes entreprises ? Alors, nous investissons dans des entreprises qui ont en principe déjà atteint un chiffre d'affaires de 800 000 euros. Par exception, on peut faire quelques opérations dans des entreprises plus petites, mais on n'est pas au début de la vie des entreprises. Donc ça, on ne le voit pas. Quel est le point commun de toutes ces entreprises dont vous recevez les dossiers ou dans lesquelles vous investissez ? Quels sont leurs atouts ? Comment réussissent-elles à grignoter des parts de marché à des géants ? Leur atout, c'est que elles intègrent le bien commun dans leur modèle économique et dans leur culture d'entreprise. Et ça change tout. Et donc oui, elles grignotent des parts de marché sur des grands groupes. Par exemple, je vous parlais d'ILEC, ils grignotent des parts de marché sur des beaucoup plus gros acteurs dans la distribution d'électricité. GoJob a grignoté, alors pendant le Covid, des parts de marché sur les acteurs physiques de l'intérim qui ont des agences. Eux fonctionnent par digital, donc ils ont pu continuer de fonctionner alors que les acteurs physiques étaient fermés. On a investi dans une société qui s'appelle Keeply, qui a conçu et commercialise un matelas à base de latex qui évite les mousses à base de polyuréthane des matelas classiques, même à ressort, il y a des mousses. Et dans ces mousses, il y a des perturbateurs endocriniens. Et quand il y a
s'agissant des matelas à mémoire de forme, il y a souvent des composés organiques volatiles éventuellement cancérigènes. Donc, dans les matelas classiques, il y a des éléments qui sont nocifs pour la santé. Et cette petite entreprise croît à une vitesse extrêmement rapide parce que les consommateurs ont pris conscience du fait que dans un certain nombre de produits classiques, il y a des éléments qui sont dangereux pour leur santé, pour la santé de leurs enfants. C'est encore plus dangereux pour les enfants. Et donc oui, ils grignotent des parts de marché de façon extrêmement rapide sur des beaucoup plus gros. Pour revenir sur les startups qui viennent chez vous, c'est vos clients au final, hein, vous devez les attirer, Oui. En tout cas les bons dossiers. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on vient plus chez vous que chez un autre? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus l'argent, parce que l'argent, il y en a sur le marché. On doit avoir ces facteurs différenciants. C'est quoi vos facteurs différenciants? Et d'ailleurs, pour compléter la question de Gus, est-ce que vous allez chercher aussi des entreprises qui sont en train d'éclore quelque part? On a reçu ici des gens qui font du talent investing et qui vont chercher les entrepreneurs dans les facultés, dans les laboratoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, d'aller dénicher des talents? Alors oui, on va dénicher des entreprises, mais un petit peu plus tard, puisque comme on s'intéresse à des entreprises qui ont déjà, disons, au moins à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on ne les trouve pas dans les labos ou les universités, mais on va les chercher. Bien sûr, on a une approche proactive pour aller chercher les meilleures entreprises. Et sinon, celles qui viennent à nous, déjà, elles ont entendu parler de nous, donc c'est une dimension d'image de marque, de notoriété. Ouais. Et puis, je pense que notre culture est une culture à la fois d'excellence. On cherche vraiment à être extrêmement professionnel, très rigoureux. En tout cas, c'est ce que nous disent les entrepreneurs. Ils nous disent que les questions que nous posons, la manière dont nous organisons les processus, illustrent un niveau de professionnalisme qui correspond à leurs demandes, qu'eux-mêmes ont et qui leur plaît, qui les attire. Notre bienveillance, on est vraiment dans une éthique de bienveillance, de coopération. Et puis notre capacité à les mettre en relation avec un certain nombre de personnes dans tous les écosystèmes qui ont été les nôtres. Le réseau que vous apportez aussi. Oui, qui a beaucoup de valeur pour les entreprises. C'est bien d'investir, mais comment aller plus loin? Comment réveiller encore davantage les consciences, selon vous, très rapidement? Merci de cette question. Ça fait partie de ce qu'on cherche à faire. Et un des éléments est probablement la pédagogie. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. On voit que des citoyens qui ne connaissaient strictement rien au climat, en passant un certain temps à entendre de la part d'experts les enjeux, deviennent acteurs d'une transformation et acceptent de faire des sacrifices ou proposent des démarches qui vont être difficiles à mettre en place à l'échelle individuelle. Donc, je pense que la connaissance des enjeux environnementaux est une question majeure et des enjeux sociaux. Donc, on a depuis mai, ça c'est un effet Covid aussi, lancé des webinars. Et on a lancé 2 webinars au cours desquels on fait intervenir les plus grands experts à ce stade des enjeux de dérèglement climatique, ou évidemment parmi ces très grands experts. Et on essaye de contribuer à la compréhension de ces enjeux pour faire bouger les consommateurs, faire bouger les entreprises, faire bouger le régulateur. Et puis, nous participons dans l'équipe à un certain nombre d'instances de place qui également réfléchissent à ces enjeux, essayent de trouver des solutions, proposent des solutions. Là, j'ai fait partie d'une commission qui va faire des propositions au ministre de l'économie et des finances. Voilà, on essaye beaucoup de faire bouger les lignes. Merci beaucoup, Fanny Picard, fondatrice d'Alter Equity. Vous restez avec nous tout de suite. Smart Tomorrow. Smart Tomorrow avec Gus, tout de suite. Bonjour Gus. Bonjour Capucine. Et Carole Juge-Lewelyn, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de June et on va parler couches fabriquées en France, notamment avec vous tout de suite. Mais tout de suite, votre chronique, Gus, et c'est une chronique au cours de laquelle vous allez vous intéresser à la résilience. À la résilience. Importance en sortie de crise. Exactement. Alors la résilience, c'est un peu un gros mot qu'on n'arrête pas d'utiliser partout. Il faut absolument être résilient. On rappelle la définition peut-être quand même? Alors la notion de résilience, c'est d'être en capacité de supporter des crises. Oui, de se relever. Voilà, exactement. Alors pour bien reprendre la résilience dans le business, il y a un écosystème intéressant à regarder, c'est la forêt équatoriale, qui est l'écosystème le plus résilient qu'on puisse trouver sur la planète. Alors là, quand tu regardes ça de près, il y a 2 types d'espèces dans la forêt équatoriale. Tel est grand, en gros, qu'on peut comparer au core business des grands, enfin des boîtes. Hein. Là, je vous ai fait un arbre. Heureusement que je n'ai pas mon paperboard, sinon il serait plus grand. Qui, en gros, c'est 90% de ta forêt. Elle n'est que d'une seule espèce, si on caricature. Hein.
Et le reste du pourcent, c'est des centaines et des centaines de petites espèces. Et c'est important de regarder ça parce qu'en fait, on a deux écosystèmes, deux types d'espèces. Une espèce hyper majoritaire et plein de toutes petites espèces qui vivent extrêmement bien ensemble et qui, du coup, vivent dans un même écosystème. En gros, pour la faire très simple, quand il y a des pluies diluviennes, l'espèce majoritaire garde les petites espèces des grosses pluies. Les petites espèces empêchent les champignons de venir tuer l'espèce principale. Et donc, en fait, elles interagissent ensemble pour se sauver l'une de l'autre. Et c'est une manière dont les sociétés doivent venir aborder leur résilience aussi, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un core business qui est extrêmement important à garder et à travailler constamment. Et puis après, il y a l'autre partie qu'on appelle les adjacents, qui sont là en pleine crise et qui peuvent venir supporter le core business en pleine crise. Et il faut bien faire attention que ces deux aspects-là interagissent ensemble. C'est pas d'avoir un gros core business à côté et mes petits sous-jacents de l'autre côté. Alors, il y a une boîte qui est assez intéressante à regarder, qui était à ce niveau-là, c'est Ferrero. Je ne sais pas si tu te souviens de Nutella. De Nutella, exactement. Nutella, il y a de ça une grosse année, c'était la grosse cata avec l'huile de palme et tout ce qui va avec. Et Ferrero, son core business, c'est l'Impulse. Alors c'est quoi l'Impulse ? Ce sont tous ces petits trucs que tu retrouves aux caisses des supermarchés et que tu achètes rapidement, d'où le mot Impulse. Il reste Nutella, qui lui n'était pas du tout un produit d'Impulse, c'était dans le rayon que tu achetais pour mettre dans ton armoire et que tu le gardais durant tout le mois. En pleine crise de Nutella, ils se sont dit enfin Nutella, c'est plus notre core business, en plus on a des problèmes d'huile de palme, etc. On va essayer de se séparer de Nutella pour essayer de se recentrer sur notre core business. Pour finir, ça s'est pas fait. Figure-toi qu'aujourd'hui, Nutella est le produit qui a sauvé le groupe Ferrero. Parce que s'il y a bien un endroit qui a souffert dans ce qu'on appelle le FMCG, donc ces produits de masse, c'est l'Impulse. Parce que l'Impulse, c'est ce que tu achètes en supermarché. Et quand tu vas plus au supermarché, et quand tu es en pleine crise, tu ne te regardes plus du tout les Impulses, tu n'achètes plus que tes sacs de riz et ton papier toilette. C'est rassurant, en fait. Exactement. C'est les produits rassurants. Et donc Nutella a fait un énorme bond en termes de consommation et donc a sauvé le groupe Ferrero en pleine crise. Et c'est exactement ça la notion de résilience, c'est de dire j'ai un core business, mais je dois avoir des adjacents qui, en fonction de la crise, va pouvoir m'aider. Alors on ne sait jamais quel type de crise ça va être, mais c'est important d'avoir ces adjacents et de comprendre cette notion de résilience, core business, adjacent et un écosystème qui les fait fonctionner l'un avec l'autre. Donc voilà, ça c'était la résilience, Capucine. Merci beaucoup, Gus. Le core business de Carole Juge, si j'ai tout compris, c'est la couche Made in France. C'est ce dont on va parler maintenant. Carole Juge, vous étiez professeure de littérature américaine et vous avez décidé de changer. Je crois que vous avez été aussi actrice dans une... J'ai lu ça quelque part. Ouais, dans non, une série, j'étais comédienne et j'ai joué dans 2-3 films, dont un film américain. Donc, elle a joué dans un film, prof de littérature américaine. Et vous décidez de vous lancer il y a 3 ans dans la couche, mais pas n'importe laquelle, la couche Made in France, qui est fabriquée aujourd'hui dans les Vosges. Aujourd'hui, vous vendez 4 millions de couches par mois. L'aventure June, elle s'est un peu emballée depuis la création. Il y a 3 ans, c'est ça ? Ouais, l'aventure June, elle a été assez folle. Moi, c'est vrai que je viens pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, du milieu du business. J'ai un doctorat en littérature, donc rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Et j'ai monté une première boîte qui n'a pas trouvé son business model. Je me suis juré que plus jamais je referais de boîte et que c'était pas mon métier et que c'est la résilience, hein. Exactement, la résilience. Et donc après, j'ai eu l'idée de monter June et puis finalement, June est devenue un peu la boîte de ma vie, quoi. Alors, tout est parti de là, une couche sans parabènes, sans chlore, sans parfum, sans perturbateurs endocriniens. Si personne ne l'avait fait avant vous, c'est que ça devait être vraiment très très compliqué, notamment pour votre principal concurrent qui est Procter avec Pampers. Comment est-ce que vous avez trouvé, comment est-ce que vous y êtes pris et surtout comment est-ce que vous avez trouvé des partenaires industriels? Alors l'histoire de la couche, elle est assez liée à l'histoire de la législation autour de la couche. C'est qu'aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, on a une industrie qui est extrêmement réglementée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70, on avait des réglementations qui étaient beaucoup plus légères. Et suite au scandale des bébés qui ont été intoxiqués par le talc, il y a eu des premiers amendements qui ont été proposés à l'Assemblée nationale pour réglementer l'industrie cosmétique. On n'a jamais réglementé l'industrie de la couche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune obligation de quoi que ce soit sur la couche. Il y a très peu de contrôle, il n'y a aucune obligation d'indiquer la composition, aucune obligation de dire où sont fabriqués les produits. Aujourd'hui, on a sur le marché des produits qui peuvent venir du Mexique, de Chine, de partout dans le monde, sans que qui que ce soit n'ait l'obligation d'en parler. Et c'est vrai que le fait d'avoir autant d'opacité sur ce marché, c'est quelque chose que je trouvais assez
anormal parce que j'avais compris de ma précédente start-up que les parents avaient énormément d'anxiété, d'inquiétude, de questions sur les produits qu'ils utilisaient au quotidien et ils avaient besoin de réassurance. Ils n'avaient pas besoin de grille de marketing, ils avaient vraiment besoin de réassurance. Et quand j'ai lancé June, le marché de la couche était principalement contrôlé par des marques qui faisaient l'avènement des produits dits biologiques, alors qu'une couche, ça n'est pas biologique. Tout comme une couche, tout comme cette table n'est pas biologique. C'est-à-dire que c'est un produit qui ne peut pas contenir des produits biologiques comme l'alimentation, par exemple, qui est bio. Alors, je reviens sur les partenaires industriels. Comment est-ce que vous les avez trouvés pour élaborer cette fameuse couche? Parce que c'est compliqué. Alors, déjà, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines en France. Donc, il faut réussir à trouver quelqu'un qui vous dit... j'ai des gens qui m'ont dit que j'étais folle alliée, que mon projet ne marcherait pas, que vendre des couches sur Internet, c'était complètement débile. Donc, c'est déjà faire le tri entre les gens avec qui on a envie de créer quelque chose de bienveillant, de positif. Et puis après, il faut travailler paradoxalement comme on travaille sur n'importe quel produit manufacturé, s'intéresser à l'origine des matières premières, s'intéresser au processus de fabrication et voir comment est-ce qu'on peut mettre de la transparence et remettre de la qualité en fait dans cette chaîne. Et ça, c'est possible si on accepte de se dire, on est dans une industrie qui a été tirée vers le bas par une guerre du prix. Le but, c'était d'avoir le produit le moins cher possible, tout le temps le moins cher possible. Et ça se fait au détriment des choix de matières premières et des lieux de fabrication. J'ai juste un point sur les chiffres, parce que vous dites que tiré vers le bas, vous êtes 20% plus cher que vos concurrents. Tout à fait, ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, 4 millions de couches par mois, ça représente quoi en termes de part de marché sur le marché? Aujourd'hui, on a environ 2,5% de part de marché en France. En 3 ans. Oui. Non, mais du coup, les 20%, c'est le consommateur qui paye la différence de prix ou en fait tu marges moins comme que des Pampers? Alors déjà, de base, on marge beaucoup moins que la plupart de nos concurrents. Okay. En même temps, ils sont assez peu transparents sur leur prix de revient, donc on tâtonne, mais c'est vrai qu'on voit bien que quand on sonde les usines qui sont à l'autre bout de la planète sur le prix unitaire de la couche, on est à des tarifs qui sont absolument radicalement opposés à ceux qu'on a aujourd'hui. Donc c'est évident que le Made in France a un prix, c'est aussi une volonté d'avoir une économie très circulaire, d'avoir il y a énormément de richesses industrielles dans notre pays et je pense que typiquement le confinement et la crise du Covid nous en a fait prendre conscience d'une manière encore plus forte. Donc nous on est très contents de pouvoir développer l'intégralité de nos produits en France. Il y a un produit qu'on fait en Italie, c'est la couche culotte, puisqu'on n'a pas trouvé de machine en France sur laquelle la faire. Voilà. Donc le business model, c'est de vendre ces couches par abonnement. En fait, on vend beaucoup de produits par abonnement. On a commencé par la couche il y a 3 ans et très rapidement, en fait, les parents nous ont demandé, on a une communauté de parents qui est très très fidèle, qui nous ont demandé des produits connexes. Alors c'est des lingettes, c'est des produits d'hygiène du quotidien pour leurs enfants. Et donc, ce qui fait qu'au bout d'1 an, on s'est retrouvé avec une vingtaine de produits principalement pour l'enfant. Et à partir de ce moment-là, les parents ont commencé à nous demander des produits pour eux. Donc là, on a commencé à développer des produits pour les femmes enceintes, les jeunes mamans. Et puis après, les parents grandissant, les enfants grandissant, on s'est retrouvé à faire des serviettes hygiéniques, par exemple, qu'on a lancées il y a quelques mois et qui ont extrêmement bien marché parce qu'on est devenu une marque référente sur la transparence, la qualité, le clean, parce qu'on a cet angle justement de toute vérité. Et donc ton business model reste un business model d'abonnement, quoi. C'est là-dessus que tu vas... Alors, historiquement, c'était le cas. Plus on grandit et plus on a de produits. La gamme, exactement. Parce qu'en fait, quand on a lancé, par exemple, les compléments alimentaires, on a eu un énorme pic de compléments alimentaires, d'achat de compléments alimentaires pendant la crise du Covid. C'est des produits qu'on va consommer pendant 3 mois. Et puis, on ne va pas les consommer toute l'année non-stop. C'est des produits qu'on va prendre 3 mois. On va s'arrêter 6 mois. Puis, on va recommencer 3 mois après. Donc, on a maintenant une gamme de produits qui est une gamme de produits qu'on va pouvoir aller consommer un petit peu de manière répétée dans l'année, mais pas forcément en abonnement. Et c'est aussi hyper intéressant pour nous parce que ça nous permet d'aller sur des produits qu'historiquement on n'aurait pas forcément pensé à faire, comme des produits d'hygiène pour les adultes qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. Tu parlais du fait que la couche culotte n'est pas, et tes produits ne sont pas écologiques, hein, c'est inhérent, ils sont pas mauvais pour la santé, mais ils ne sont pas écologiques. Est-ce qu'il y a une responsabilité de votre part d'essayer de descendre dans la chaîne de valeur, de se dire, OK, j'ai des produits qui ne sont pas écologiques, mais j'ai une responsabilité de les traiter d'une manière ou d'une autre, et comment est-ce qu'on nous, on a un accès très RSE, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir imposer du biologique sur un produit qui ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait partie des compromis qu'il faut faire au quotidien. Une couche jetable, c'est hyper pratique pour un parent. La vraie différence que nous, on apporte, c'est l'impact carbone. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde avec des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde et qui font une demi-fois et demie le tour de la planète avant d'arriver chez le consommateur, le vrai bénéfice écologique, il est justement
dans le fait de réduire son impact carbone. Aujourd'hui, mes produits, alors les couches sortent des Vosges, les lingettes sortent du Mans, elles vont directement à Lille chez mon logisticien et partent ensuite directement chez les clientes. En termes d'impact carbone, on a l'impact carbone le plus faible du marché. Et vous les envoyez pas vous n'avez pas des clients chinois Alors on a des expatriés un peu partout dans le monde qui commandent nos produits, notamment quand ils s'y sont habitués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des clients répartis un petit peu partout en Europe, justement parce qu'on a une capacité logistique à livrer tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des usines de couches, il n'y en a pas non plus dans tous les pays, donc c'est pas non plus c'est pas comme un champ de pommes ou des cultures agricoles qu'on va pouvoir répliquer très facilement. C'est quand même des machines qui sont compliquées, qui sont très longues physiquement, qui sont assez très onéreuses. Donc c'est vrai que nous, on a cette volonté de pouvoir amener énormément de transparence, notamment dans l'impact carbone réel que va avoir le produit. Carole Juge, vous êtes clairement une DNVB, c'est une Digital Native Vertical Brands. Est-ce que tu connaissais ce terme? Attention, on se professionnalise. En fait, une DNVB, ce sont ces bébés Internet qui sont nés sur Internet, qui ont bâti une communauté solide, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le fait, justement, d'être né sur Internet vous a permis de davantage résister à la crise pendant le confinement? Alors, je pense que oui, mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'acteurs du digital qui ont souffert, notamment parce qu'ils n'étaient peut-être pas assez équipés d'un point de vue logistique et d'un point de vue livraison. C'est-à-dire que nous, on travaille avec tous les prestataires de livraison qui existent sur le marché, on n'a eu aucune interruption de service. Tous les clients ont été livrés. On livre en général entre 1 et 2 jours. Les clients étaient livrés entre 3 et 4 jours. On n'a jamais eu de meilleure performance de livraison et de satisfaction client sur les livraisons que pendant le Covid. Et il y a certains acteurs du digital qui finalement travaillent avec un seul prestataire de livraison. Et ben, le jour où ce prestataire de livraison vous annonce qu'en fait il doit fermer, Mondial Relais a été obligé de fermer parce qu'il n'avait plus de points relais. Les magasins étaient fermés. Donc forcément. Non mais c'est ça. Et donc c'est vrai que moi je suis un peu. Si j'avais pas monté une start-up, j'aurais monté une agence de gestion de risque. Parce que j'adore le risque. Je trouve que c'est gérer le risque, analyser le risque, c'est extrêmement puissant, c'est très stratégique. Et c'est vrai qu'on a toujours optimisé toutes nos solutions pour réussir à survivre pratiquement à tout. On revient à nos moutons, le retail physique. Vous y pensez? Est-ce que c'est un passage obligé après une existence sur Internet? J'imagine que oui. Alors, on a commencé le retail. D'ailleurs. Oui, ça fait partie des passages obligés de réussir son passage en retail. Nous, on avait commencé l'année dernière, on avait un pop-up store au Louvre, au Carrousel du Louvre, ça avait été assez chouette. Et là, à la rentrée, juste avant le Covid, au début de l'année, on avait commencé donc à avoir un corner au bon marché. Et puis le Covid est arrivé. Donc, ce qui fait que là, les plans de retail de l'année, puis même sur la fin d'année, on avait des opportunités. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu dans une dynamique de se dire finalement, est-ce que là, l'investissement de prendre une boutique ou de développer un partenariat plus sur la fin de l'année fait sens? Je pense qu'on est quand même sur plus 2021 où on va vraiment creuser des options en espérant faire quelque chose de très excitant. Tu parlais de tes usines. Les usines, elles sont propriétaires là aujourd'hui? Vous avez réussi à mettre la main là-dessus ou bien tout est donné à des industriels et vous mettez votre marque sur ce volant? Alors, aujourd'hui, avoir la capacité d'avoir sa propre usine, c'est quelque chose de financièrement qui est extrêmement impactant. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec des usines partenaires, mais on est dans une dynamique où on crée toujours nos produits. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des produits en marque blanche sur lesquels on prend et on met juste un sticker. Ça n'a jamais été notre démarche, puisque nous, on a une volonté justement de transparence, d'expliquer toutes les semaines. Moi, je fais des lives avec la communauté. On a plus de 100 000 personnes qui sont connectées sur les différents réseaux sociaux de June. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir partager notre savoir-faire. Je leur montre les usines, je leur montre comment sont fabriqués les cartons. Il y a énormément de bonne volonté de la part des gens d'apprendre un petit peu, de savoir comment sont faites les choses. Et plus on leur montre, et plus ils sont contents. Donc on est vraiment dans une dynamique de création qui est très vertueuse, en ayant une volonté, c'est d'avoir toujours un impact positif et bienveillant. Merci beaucoup Carole Juge-Lewelyn. Vous restez avec nous, on marque une petite pause et on se retrouve juste après. Nathalie Lebas-Vautier, fondatrice de Good Fabric. Bonjour et bienvenue. Florence Daucher, vous êtes la fondatrice de Clock Media. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et Florence, vous nous parlez d'une petite start-up qui s'appelle Recyclivre. Quand est-ce qu'elle est née et quelle différence avec un Price Minister qui recycle aussi finalement?
Alors, la différence avec Price Minister, je pense que c'est l'état d'esprit déjà. Recyclive, effectivement, est une start-up, mais de statut de loi 1901, c'est-à-dire d'association. C'est donc à but non lucratif. Voilà, c'est quand même une grande différence. Donc la raison d'être est complètement différente. La raison d'être est complètement différente, effectivement. Et du coup, je voulais profiter de cette occasion pour faire un focus sur les associations en France, parce que j'ai découvert que c'était quand même un tissu très, très important. Par exemple, il y a entre 1 300 000 et 1 500 000 associations recensées en 2019. Et le budget de fonctionnement de ces associations, c'est 115 milliards d'euros. Je trouve que c'est quand même très impressionnant. Ces entreprises à but non lucratif créent également de l'emploi, parce qu'il y a évidemment la part de bénévoles, mais il y a aussi des salariés de ces associations, et qui représentent quand même 20 millions de salariés en France, c'est-à-dire 10% des salariés du secteur privé. Et je trouvais que c'était important de le dire. Et une contribution à la richesse nationale, donc au PIB, de 3,3%. Voilà, une fois que cela est dit, parlons on peut rentrer dans de Recyclive. Alors, Recyclive a été fondé il y a maintenant une dizaine d'années par David Laurin, étudiant à Dauphine, et qui a voulu avoir une démarche sociale et environnementale à travers le livre. Pourquoi ? Parce que lui-même est lecteur. Et puis, il voulait résoudre le problème de la place. C'est-à-dire que lorsqu'on habite des petits endroits, eh bien, soudain, on est submergé de livres. Et puis, le réflexe, c'est finalement de les mettre à la poubelle, etc. Comment donner, participer à cet immense mouvement de l'anti-gaspillage qui touche finalement tous les domaines ? Eh bien, il a eu l'idée de créer Recyclive, c'est-à-dire que vous allez voir tout de suite comment ça marche avec Anita Raïsora, qui aujourd'hui s'occupe de Recyclive. Recyclive, c'est une entreprise sociale et solidaire qui vient sauver un maximum de livres. On vient les collecter gratuitement chez des particuliers, des associations, des entreprises ou des bibliothèques. On va les trier, on va les remettre en vente sur notre site internet pour en sauver un maximum. Au-delà de ce simple service, on y dégage 3 piliers. Un premier pilier qui est un pilier environnemental. L'objectif est de sauver un maximum de livres, mais aussi détourner en véhicule électrique. Un pilier social qui est de se dire, de confier l'expédition, le stockage et la mise sous pli de nos commandes à une entreprise d'insertion qui s'appelle Logins. Et enfin, un pilier solidaire qui est de reverser 10% de nos revenus nets à différentes associations de lutte contre l'illettrisme ou l'environnement. Voilà, on voit à travers cet exemple que c'est pensé quand même depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire comment participer encore une fois à cette économie sociale et solidaire. Alors, des exemples, parce que je me suis dit que c'était intéressant de savoir. Donc, les romans, par exemple, Le Choix de Sophie, 4,54 €, livraison comprise. Pour les enfants, Harry Potter, j'ai pioché, au hasard, n'est-ce pas ? 4,32 € également. La BD, ça existe aussi. Tous les genres existent. 4,02 €, encore une fois, livraison comprise. Donc, c'est imbattable. C'est donner une deuxième vie aux livres. Et puis, aujourd'hui, donc, à travers Recyclive, ce sont 2 à 3 millions de livres qui sont recyclés chaque année. On peut commander dans le monde entier via la plateforme. Et puis, ce qui est important d'ajouter également, c'est que vous, moi, on peut donner nos livres, on peut poster et les envoyer gratuitement. Il suffit de se connecter sur le site recyclive.com. Il y a tous les éléments pour envoyer les livres gratuitement et donc participer à ce mouvement important de l'impact. C'est formidable. Et on peut même découvrir des pépites qu'on ne retrouverait pas ailleurs, de vieux livres qui ne sont plus... Il y a toute forme de livres, Capucine, absolument. Donc c'est très ouvert et encore une fois, on a un geste sur l'environnement en décidant soi-même soit de redonner ces livres, soit de les acheter. Et je me suis posé la question en me disant, mais est-ce que moi j'oserais par exemple offrir un livre de deuxième main ? Eh bien je pense qu'aujourd'hui les usages l'accepteraient, c'est-à-dire que ce ne serait pas froisser la personne que de dire je t'offre un livre qui a déjà une vie. Merci beaucoup, Florence Daucher. Vous restez avec nous pour l'interview à présent de Nathalie Lebas-Vautier. Je le disais à l'instant, vous êtes la fondatrice de cette agence, de ce cabinet de conseil qui s'appelle Good Fabric, une société qui aide donc les marques de textiles à prendre ce fameux virage, on peut le dire, écologique, responsable. Vous travaillez avec des marques comme Éric Bompard, Monoprix ou encore Bonton. Est-ce qu'on est, Nathalie, aujourd'hui, en juillet 2020, réellement à une période charnière pour mettre en place cette transformation que finalement vous défendez depuis un certain nombre d'années? Oui, je la défends en effet depuis maintenant plus de 17 ans. Donc je suis vraiment pionnière de la mode éthique. Donc j'ai essuyé les plâtres avant beaucoup d'autres. En juillet 2020, le monde d'après, je pense quand même reste un
un fantasme, hélas, parce qu'on a pu observer quand même des comportements de certaines marques, de certaines enseignes à l'égard de pays en voie de développement dans lesquels on fabrique beaucoup, avec des annulations de commandes, avec des usines, avec des ouvriers qui ne sont pas payés et qui les mettent en détresse. On en parle assez peu. Assez peu, mais c'est une réalité puisque je connais ces pays et je suis en contact quasi quotidien avec eux. Et à travers, en tout cas, les audits et les accompagnements RSE, on voit bien que c'est une grande difficulté, une grande souffrance dans ces pays-là. Donc oui, il y a quand même... en tout cas depuis 2 ans, une émergence, une volonté accrue des entreprises de ajuster leur modèle économique. On va dire que les choses avancent. Maintenant, il y a une réalité aussi économique où le prisme des marges reste l'enjeu majeur et que c'est une décision des gouvernances d'entreprise d'accompagner cette transformation au niveau du produit, mais aussi au niveau de la raison d'être des entreprises et que le textile est particulièrement touché pendant cette période post-Covid. On a vu de nombreux dépôts de bilan ou de procédures judiciaires. Et hélas, parfois... Justement, cette transformation, c'est une arme, une opportunité pour redécoller pour des marques qui sont très malmenées ? Alors, on peut le voir ainsi, mais je pense qu'en effet, les années, en tout cas les prochaines décennies, vont être, en tout cas je le souhaite vivement, sous une économie plus responsable. Je ne prône pas du tout la décroissance, mais je pense qu'il faut aussi considérer que dans le textile, l'humain a un coût. Le respect de l'environnement a un coût et qu'il faut intégrer toutes ces briques pour délivrer un produit qui soit porteur de sens. Et je crois qu'il faut aussi se détacher du fait que l'on pense que de fabriquer de façon plus responsable coûte cher. Non, ça je ne crois pas. Et je crois que le premier actif d'une entreprise, d'une marque, c'est sa réputation. Et que vous parliez tout à l'heure de digital native. Voilà, les clients aujourd'hui sont à un clic de toutes les informations et souhaitent être informés. Cette transparence et un jour ou l'autre, et même je dirais que les collaborateurs des entreprises sont aussi des consommateurs, des citoyens. Et voilà, donc je crois que donner du sens à ce que l'on fait, c'est éminemment important. Est-ce que c'est justement le consommateur, selon vous, qui initie le changement à l'intérieur de ces entreprises ? C'est-à-dire qu'au fond, les entreprises sont obligées de coller à ce désir du consommateur citoyen qui aujourd'hui veut davantage de transparence et de démarche éthique ? Alors oui, le consommateur a joué un rôle et en joue un de plus en plus et met une forme de pression, d'exigence à l'égard des entreprises. Mais je crois que c'est aussi un mouvement... moi, lorsque j'ai commencé en 2004, je peux vous dire que c'est des sujets qu'on n'abordait pas. La communauté scientifique s'en emparait et disait, voilà, il est en train de se passer des choses, il faut réfléchir un peu autrement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une question qui n'est pas évincée, même dans les plus hautes instances des entreprises. Entrons dans le détail. Quels sont les conseils concrets que vous donnez aux entreprises que vous conseillez ? Est-ce que vous travaillez sur la limitation des stocks, par exemple ? Parce que c'est très important. Oui, en même temps, je vous dirais que limiter ses stocks, c'est bien faire son job d'acheteur. Est-ce que tout le monde le fait bien ? Non. Parce qu'on a toujours été dans l'ère du toujours plus vite, dans une désirabilité à tout prix. Donc évidemment, en tout cas... Si on se place sur la RSE dans la mode, moi, mon premier conseil, c'est de se concentrer sur le produit, puisque c'est ce qu'on a à vendre. Mais de moins produire ? De moins produire, mais de produire mieux, c'est-à-dire de bien connaître ses matières premières, d'avoir une agriculture biologique. Les matières animales sont très malmenées en ce moment autour du bien-être animal, et en effet, c'est une bonne chose. En fait, l'industrie textile, les marques se sont toujours intéressées au dernier rang de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui fabriquent. Après, d'où vient la matière, dans quelles conditions c'est fait. Le petit vernis. Voilà. Le petit vernis de la fin. Donc, je crois qu'il faut considérer ses partenaires fournisseurs comme des vraies parties prenantes et donc être dans un équilibre d'échange pour construire mieux demain. Et ça, c'est aussi très important. Il y a aussi un autre volet qui est excessivement porteur de sens et qui a un impact sur la santé de nous,
consommateurs et des travailleurs, c'est la toxicité des produits. Les teintures, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un enjeu majeur de santé publique. Dans quel état d'esprit sont les marques que vous conseillez? Est-ce que vous les sentez à l'écoute? Et est-ce que la crise économique qui s'annonce, elle ne va pas justement étouffer les convictions et les envies, selon vous? Alors, les clients pour lesquels je travaille, en tout cas pour la plupart d'entre eux, souhaitent s'engager véritablement et c'est pas un effet de mode. C'est pas un effet de mode. Ils ont compris que pour de bonnes ou mauvaises raisons, il fallait le faire. Et donc, il y a vraiment une envie de faire mieux et en tout cas de mieux comprendre finalement l'industrie qui les entoure et aussi d'accompagner leurs équipes à ajuster leur métier puisque demain, on n'achètera pas un produit comme on a pu le faire auparavant. L'avenir, c'est le bio, l'écolo ou la seconde main? Parce que la seconde main, c'est un sujet important pour vous. Ça rejoint la chronique de Florence. Et l'économie circulaire, c'est un enjeu majeur et je pense que c'est le business comment rendre modèle compatible quelque chose qui est fabriqué et vendu dans une boutique et qui en même temps est de la seconde main? Alors, pardon, moi j'ai des exemples de personnes effectivement qui recréent des collections à travers, avec en tout cas comme base, les vêtements qui ont été non vendus. Est-ce que vous confirmez? Alors, l'économie circulaire, pour moi, il y a 3 piliers. La première chose, déjà, c'est de réparer un vêtement. C'est la réparation pour lui donner une durée de vie un peu plus longue. Ensuite, c'est la seconde main. Et ensuite, ça va être le recyclage des produits usagés ou non utilisés, puisque le nombre de tonnages de textiles jetés par an est absolument colossal. Et en ce moment, il y a des filières, et Good Fabric travaille sur ce projet, de recycler ces vêtements sur une filière européenne et de refabriquer des vêtements à partir de cette fibre qu'on pourrait aussi rendre saine. Et ça, et de redonner de la valeur sur nos territoires. Et ça, c'est... J'ai vu ça au Change Now Summit qui avait lieu au Grand Palais, une machine néerlandaise qui défait le fil du jean. J'y étais il y a 3 semaines dans cette entreprise. Ah mais voilà, qui défait le fil du jean et qui permet de recréer de la matière pour créer un nouveau jean. Exactement. Quel est l'avenir, voire la puissance de ce marché de la seconde main à horizon 2030 Je pense que c'est le business model de demain, vraiment. Mais les marques l'ont compris, ça? Elles sont en train de le comprendre. Toutes les marques s'engagent quand même sur du recyclage, sur des réparations. Voilà, ça se met en place. Ils mettent même des corners dans leurs magasins pour vendre des produits de seconde main de leur propre marque. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Et en tout cas, quand vous voyez certains sites de revente de seconde main, les parts de marché qu'ils prennent sont juste incroyables et la nouvelle génération a une appétence très forte pour évidemment. Ça. Donc, merci beaucoup Nathalie Lebas-Vautier. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Good Fabric. Smart Up, c'est déjà terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Soumier et on se retrouve évidemment demain matin. Très belle journée à vous. Un mot d'immobilier, mais tu vas voir Capucine, ça va au-delà. C'est-à-dire c'est l'agence immobilière qui fait le constat de ce qui est en train de se passer sur le marché du travail. De plus en plus d'indépendants. Mais le problème quand vous êtes indépendant, c'est justement l'accès au logement. Il se trouve qu'il y a des propriétaires qui réfléchissent eux aussi. Et Caroline Libby, que tu vas entendre maintenant, que vous allez entendre maintenant, Apart et Sens, a compris qu'il y avait là quelque chose à faire. Écoutez-la. Et ce que vous avez identifié, c'est justement ce segment de clientèle. Alors, on est bien d'accord ensemble, Caroline, c'est des gens qui ont les moyens de payer le loyer de l'appartement dans lequel ils veulent habiter. Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est ce créneau des gens qui ont vraiment les moyens, mais sauf qui font peur. Parce qu'on a encore un regard qui, pour moi, date des années 80, où on attend le fonctionnaire, la personne en CDI, ou voire même mieux, le couple en CDI depuis 20 ans, et ça n'existe plus. Ouais, donc là, on est là pour gommer tous les préjugés, de dire, mais faisons-nous confiance entre propriétaires et locataires avec ces personnes qui sont justement des créateurs d'entreprises, des indépendants. Dans les médias, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en difficulté alors que les ressources sont quand même tout à fait correctes. Et du coup, les gens bidouillent pour avoir des appartements. Et donc, nous, on amène de la transparence et de la confiance. Mais vous savez, pardon, mais comme ça, je dis tout
tout en toute transparence, mais même à mon niveau, qui est quand même, je ne manque de rien, je vous rassure, vous passez du statut de salarié à celui de créateur d'entreprise, mais tout change. Même pour vous, en fait, même pour moi, en fait, tout change. Qu'est-ce que vous avez comme argument? Parce que vous êtes avec des propriétaires qui n'ont que l'embarras du choix. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils iraient prendre un risque avec des gens qui sont risqués? Parce qu'ils ont envie de rendre l'appareil. Souvent, eux-mêmes ont eu un moment, le fait qu'ils étaient en difficulté, où ils ont vu leur enfant en difficulté en train de chercher un appartement, notamment à Paris ou autre. Et donc, du coup, ils ont envie de rendre l'appareil. Et nous, on leur dit, mais pourquoi est-ce qu'on va craindre que la personne ne paye pas son loyer? En fait, on a les stats, nous, avec les assurances qui ne peuvent pas les écrire. Mais les problématiques d'impayés, elles ne sont absolument pas là où on croit, en fait. Absolument pas là où on croit. Et donc nous, le résultat, c'est qu'on a logé plus de 135 personnes et qu'on a eu 0 impayé, et y compris pendant le confinement. Alors, on a un peu croisé les doigts, mais même à la sortie du confinement, en fait, il n'y a pas de sujet d'impayé. Quand on crée un lien de confiance, nous, le propriétaire et le locataire, ils se connaissent. Et du coup, ça change complètement la donne. On remet de l'humain, en fait. On sort de la rentabilité. En fait, c'est ça. Le logement, quand on est propriétaire, c'est pas qu'une renta. Derrière, il y a quand même des humains. Et donc, si on s'intéresse un peu à eux, qu'on est un petit peu sensible et que le locataire aussi sait que son propriétaire, c'est un chef d'entreprise et que si à un moment le loyer ne rentre pas, il est lui-même en difficulté. Donc on refait une boucle vertueuse, on recrée une dynamique vertueuse et on repositionne des équilibres où en fait on a tous besoin d'avoir des propriétaires, des locataires. Et voilà, et ça tourne. Ça peut parfaitement tourner. Moi, je veux bien croire que nous sommes entourés d'anges, finalement. Arrivé à un certain âge, vous vous dites, quand même, il n'y en a pas beaucoup, il faut aller les chercher, quoi. Alors d'abord, comment est-ce que vous allez les chercher, ces propriétaires? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des arguments quand même plus tangibles que cette relation de confiance? Je ne sais pas, par exemple, le fait qu'il y aura peut-être moins de turnover avec un indépendant, ou c'est vraiment juste une relation de confiance? Il n'y a pas des éléments en plus que vous apportez? Alors nous, on apporte aussi sur la rentabilité, quoi, quand même, justement. Alors la rentabilité, l'idée de la rentabilité, nous, on n'est vraiment pas là pour que les loyers soient EP, c'est-à-dire qu'on se met au niveau du marché. À Paris, il y a quand même le sujet de l'encadrement. Ouais. À Lyon, il est en train d'arriver, il ne faut pas se leurrer. Donc du coup, nous, on n'aime pas les démarches qui sont liberticides. Donc on est vraiment en train de dire aux propriétaires, plutôt qu'on vous embarque dans quelque chose où le loyer va être bloqué, amener une réflexion. En fait, on leur dit, regardez, si on prend quelqu'un qui gagne tant, s'il peut avoir un tout petit peu d'allocation logement et autres, voilà le niveau de loyer sur lequel il peut aller. Et là, du coup, en fait, quand on fait le calcul à l'inverse, le propriétaire, il se rend compte en fait, du sujet. Donc, en fait, on est sur des histoires de rentabilité qui sont classiques, c'est-à-dire que le propriétaire, on ne va pas le pousser à avoir une rentabilité énorme, mais avoir quelque chose de cohérent, parce qu'en fait, il y a un peu moins de turnover. Il n'y a pas de dégradation, puisqu'en fait, ce lien de confiance permet aussi d'être en tranquillité. Donc, les logements sont toujours de super bon niveau, donc à l'entrée, à la sortie. Donc ça, c'est quand même un argument. Les propriétaires, c'est impayé de dégradation. Ah ben, très important. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on met en fait quand même des filets de sécurité. J'ai un peu de bouteille aussi quand même dans le milieu de l'immobilier. Alors, venons-en justement à la bouteille. L'idée, c'est quand même de proposer des filets de sécurité qu'on n'utilise pas. On a des systèmes assurantiels. On n'a pas un truc industriel. Nous, on a plusieurs dispositifs. Et en fonction du profil, on va mettre en place un dispositif. Donc, soit c'est une garantie loyer impayé. C'est un truc qu'on trouve dans toute agence immobilière, sauf que nous, on l'a décortiqué soigneusement pour pouvoir quelque chose qui correspond plus à nos profils. Et on a trouvé un assureur partenaire qui nous a dit « bingo, je vous suis parce que je suis fan ». Et sinon, il y a le dispositif Visal qui est une caution qui garantit les jeunes en fait, de moins de 30 ans et les personnes qui... Alors, l'assureur, parce qu'il est fan et aussi parce qu'il a des chiffres, d'ailleurs, parce que vous nous l'avez dit, il a des chiffres qui montrent qu'il n'y a pas d'impayés avec cette population-là. Voilà, donc chaque année, je renégocie. Pourquoi il ne les rend pas publics, ces chiffres? Il doit les rendre publics, l'assureur. Mais ça veut dire que vous confirmez, Caroline, ce que me disait David Ménassé, c'est moi j'ai l'impression, je discute avec des banquiers à droite à gauche, etc., qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs déjà qui existent pour finalement servir de caution. Les banques se portent caution pour certains de leurs clients qui sont pas justement CDI, etc. C'est un coût. Et nous, on veut éviter tout ce qui est discriminant. Donc limite, on va refuser des personnes qui ont des garants. Quelqu'un qui arrive qui dit j'ai des garants, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, quand on est jeune, on peut avoir ses parents qui sont garants, mais quand on vient de créer sa boîte, en plus qu'on est monoparental et on est obligé d'aller solliciter des garanties auprès de personnes, c'est toujours délicat, il faut aller chercher les avis d'imposition et autres. Donc ça, on essaie d'évacuer les garants pour être sur des systèmes en fait, de mutualisation, mais en plus, on ne les utilise pas.